que les embouteillages font qu'il y a pas mal de retardataires. Et le match aussi. Pardon? Et le match. Et le match, oui, c'est possible aussi. En tout cas, par ne serait-ce que politesse vis-à-vis des présents, on démarre, et puis pour les absents. Je suis très heureux de vous voir ici pour la première conférence du nouveau cycle de conférences des Sciences Po Alumni Maroc pour l'année 2018, qui est consacré au thème du développement économique et de l'emploi des jeunes. Nous avons en effet décidé de nous inscrire dans ce grand mouvement qui a lieu à l'heure actuelle suite au discours du souverain lors de l'ouverture de la Chambre le 17 octobre dernier, où il a appelé les forces vives de la nation et les compétences à réfléchir à un nouveau modèle de développement ou des corrections apportées au modèle de développement actuel afin qu'il soit plus efficace, notamment en matière de création d'emplois et d'emploi des jeunes. Alors, évidemment, quand on réfléchit à ce genre de problématique, la première question qui nous vient à l'esprit, si je dois concevoir des actions au sein d'un modèle de développement pour créer des emplois pour les jeunes, combien faut-il que ce modèle de développement crée d'emplois? En d'autres termes, ça revient à dire combien y a-t-il de jeunes qui, tous les ans, arrivent sur le marché de l'emploi? C'est pas neutre comme question. Bonsoir, Karine. Ça n'est pas neutre comme question parce que on a différentes façons d'aborder le problème. La plus brute de décoffrage serait d'aller voir la pyramide des âges qui comptabilise la population par tranche d'âge. Et là, on s'aperçoit que tous les ans, nous avons, sur la tranche d'âge 20-24 ans, qui est celle qui est concernée par cette problématique, on a un peu plus de 3 millions de personnes, donc divisé par 5, ça nous fait environ 600 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi. Il faut rapprocher ça du nombre d'emplois formels créés par l'économie marocaine. Or, force est de constater que ce nombre d'emplois est plutôt sur un train de décroissant. Et l'année dernière, par exemple, il était de l'ordre de 80 000 emplois, à rapprocher aux 600 000. C'est une lecture. Et ce chiffre dont je parle, je ne le retrouve pas ailleurs. Il y a d'autres chiffres, d'autres estimations. Comment y arrive-t-on? Je ne sais pas, je ne suis pas démographe. Et pourtant, la question est évidemment fondamentale dans notre réflexion. Parce qu'il faut vraiment que l'on sache quel est l'objectif afin de déterminer le meilleur moyen de l'atteindre. Et c'est pour ça que j'ai l'immense plaisir de recevoir parmi nous ce soir Youssef Kourbaj, qui est très certainement l'homme, non pas de la situation, mais l'homme de la réponse. Youssef Kourbaj est franco-libanais. Après des études d'économie et de sociologie à Beyrouth, il a fait des études de démographie à Paris, et était expert démographe auprès de l'UNESCO et des Nations Unies. Il a parcouru le monde, en temps en poste, à Port-au-Prince, au Caire, mais aussi à Rabat, de 84 à 89, ce qui fait qu'il a une connaissance tout à fait intime de la situation et de la structure démographique de notre pays. Il y a encore plus l'homme de la réponse, puisque c'est un grand spécialiste. Il est à l'heure actuelle le directeur de recherche à l'Institut national des études démographiques à Paris. Donc,
mon cher Youssef Kourdaj, combien de jeunes sont susceptibles d'arriver sur le marché de l'emploi dans notre pays, pendant combien de temps, avant qu'il y ait une inflexion, dans un sens ou dans un autre. C'est à partir de ce que tu vas nous dire que nous allons pouvoir développer lors des 4 conférences qui vont suivre, dans les mois prochains, nous allons pouvoir développer notre réflexion en toute modestie et avec énormément d'humilité. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour ton amabilité et pour la confiance que tu as placée en moi. Et, je ne prétends pas vous donner des réponses à tout, je vais donner des axes de réflexion sur la jeunesse en général, sur l'importance idéologique et politique du concept de jeune dans la littérature des sciences politiques contemporaines, puis je passerai à un exercice plus technique qui risque de vous ennuyer pour essayer d'estimer les créations d'emplois, quelles sont les perspectives possibles de l'emploi de qualité, du chômage. Mais je ne prétends pas du tout résoudre la question, vous savez qu'elle est très difficile, mais ça peut vous donner des voies, d'abord pour appréhender le futur avec peut-être un peu plus d'optimisme que celui qui existe actuellement. Alors, je vais commencer par parler de l'idéologie de la jeunesse. La démographie, et surtout la démographie des jeunes, est considérée par des politologues occidentaux comme le fameux Samuel Huntington, que vous connaissez, qui a écrit le fameux Clash of Civilization, le conflit des civilisations, comme un mal. Et en cause, c'est surtout le youth bulge, c'est-à-dire l'explosion démographique des jeunes. En effet, d'après Huntington, la proportion des jeunes de 15 à 24 ans ou des 15 à 29 ans est en expansion. Elle est en expansion dans les pays de la rive sud de la Méditerranée et essentiellement dans les pays arabes et musulmans. Et d'après lui, ceci explique des phénomènes tels que le fondamentalisme islamique, le terrorisme, l'insurrection et la grande terreur de l'Occident, l'émigration internationale du sud vers le nord. Cette explosion démographique menace les pouvoirs, à la fois les pouvoirs locaux, les pouvoirs arabes, musulmans, mais aussi les pouvoirs des pays qui sont visés par les migrants. Et vous savez que l'instruction est considérée comme le bienfait suprême. Pour nous, quand on dit que le taux d'analphabétisme est devenu proche de 0%, c'est un bien. Eh bien, pour Huntington, ce n'est pas évident, parce que les plus éduqués, d'après lui, dans les pays arabes et musulmans, sont aussi ceux qui sont le plus enclins au salafisme et au terrorisme islamique. Pour ne citer qu'un exemple qu'il ne cite pas, mais je le cite pour lui d'approfondir, il est mort maintenant, c'est celui du fameux Ben Laden, qui était le leader d'Al-Qaïda et qui était ingénieur. Pour lui, les études scientifiques ne peuvent pas mener à quelque chose de bien, au contraire, elles peuvent mener à accentuer les comportements et les attitudes violentes. Maintenant, pourquoi on pense que les jeunes sont plus violents que le reste de la population? Là, je me suis amusé à recueillir des réflexions, des bribes de réflexion. D'abord, le concept de décès, le concept de mort est quelque chose de lointain chez les jeunes, pour une raison simple. Ils ont 20 ans, 25 ans, la mort est quelque chose de lointain. Ce qui expliquerait, à vérifier, la facilité avec laquelle chez Daesh et chez Al-Qaïda, on trouve tellement de candidats au suicide et aux attentats.
Et il y a des explications de type biologique. Il paraîtrait que le lobe préfrontal du cerveau, qui prévient les comportements destructeurs, n'est pas assez développé chez les jeunes, alors qu'il le serait beaucoup plus chez les personnes chez les personnes âgées. Les statistiques nous montrent aussi que les homicides, les atteintes à la propriété, les comportements inciviques sont beaucoup plus répandus chez les jeunes que chez les personnes plus mûres. Vous savez aussi le phénomène des haïtiens, quelque chose dont on a beaucoup parlé chez nos voisins algériens, c'est-à-dire les traînes savates, les gens qui soutiennent les murs, qui n'ont rien à faire. C'est le lumpen prolétariat des villes, essentiellement composé de jeunes, qui seraient donc tentés par la violence et le radicalisme, comme les sociétés sur place n'ont rien à leur offrir. Un autre phénomène dont on parle peu, qui est démographique celui-là, c'est que beaucoup de ces jeunes jusqu'à 20, 30 ans, 35 ans, parce qu'on est jeune encore à 35 ans, restent célibataires contre leur gré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonder un foyer, ils n'ont pas les moyens de prendre une épouse. Et par conséquent, ils ont une frustration sexuelle qui s'investit dans le combat politique. Mais là, ce n'est pas un phénomène uniquement arabe ou musulman. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'Irlande du Nord et j'ai vu à quel point le même phénomène de ce célibat contraint et forcé en Irlande du Nord chez les catholiques poussait les gens au terrorisme, à s'affilier au Sinn Féin ou à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, pour combattre les Anglais. Par conséquent, il y a des phénomènes qui ne sont pas limités à notre zone géographique du monde, mais qui sont internationaux. Et là, je voudrais citer le dernier rapport de l'OTAN que j'ai eu, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, en 2010, mettait parmi les grands risques de la sécurité de la planète la démographie en premier, avec la montée de l'irrationnel et du fondamentalisme religieux. Alors voyons comment ça se passe en vrai dans le monde arabe et au Maroc. Là, j'ai pris des données qui sont faciles à trouver et vous voyez que ce graphique qui nous donne le youth bulge, l'explosion démographique des jeunes dans les pays arabes du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, est effectivement en hausse vertigineuse, mais cette hausse vertigineuse va de 1965 en gros à l'an 2000, disons. À ce moment-là, il y avait bulle démographique des jeunes, il y avait explosion démographique. Mais comme nous sommes démographes et que nous pouvons projeter le futur de la population, ce que nous remarquons, c'est qu'à partir de 2000, il y a un effondrement de cette bulle démographique. Et le même phénomène est observable un peu moins dans les pays arabes du Mashrek, la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Égypte, l'Arabie, le Yémen, l'Irak et la Jordanie. Alors si on prend au mot Samuel Huntington, on pourrait lui dire « Mais mon cher, toi, tes analyses sont outdated, elles vont être dépassées, puisqu'à partir de 2000, il n'y a plus de bulle démographique arabe et par conséquent, on va avoir des sociétés apaisées. » Et effectivement, c'est exactement ce que je pense, et j'ai commis avec Emmanuel Todd, mon ami et collègue de l'INED, un ouvrage qui s'intitule le rendez-vous des civilisations, qui montrait à partir de données démographiques accessibles et simples qu'on était beaucoup plus en phase de rapprochement démographique entre l'Occident et le monde arabe que l'inverse. Et que la convergence démographique dans le monde arabe était une certitude. Et quand je parle de démographie, ce n'est pas simplement
de chiffres abstraits. La démographie, on peut utiliser 15 taux pour parler des taux de fécondité, des taux de fécondité longitudinaux, des taux de fécondité transversaux, bref, ça vous donne un mal de crâne garanti. Mais la démographie parle des choses qui concernent l'individu dans toute son intimité. Elle parle de l'union entre individus et de leur sexualité. Elle parle de la reproduction, avoir ou ne pas avoir des enfants. Elle parle des relations entre les parents et les enfants, de la mésentente entre les couples, du divorce. Elle parle aussi de plus en plus des mariages, des unions non conjugales, des mariages entre personnes du même sexe, etc. Par conséquent, nos indicateurs démographiques vont au plus profond de l'intimité. Ce sont une psychanalyse de la société. Et c'est pourquoi je voudrais ici, avant de passer à l'emploi qui est très important pour nous, vous dire à quel point les phénomènes qui se sont produits dans le monde avant les pays arabes et musulmans sont en train de se reproduire chez nous. Il y a eu une révolution culturelle dans le monde occidental qui a commencé, moi je l'avais situé à Cromwell en Angleterre, c'est-à-dire au XVIIe siècle, mais depuis Emmanuel Todd qui a revu ses classiques, pense que cette révolution culturelle n'a pas eu tellement lieu en Angleterre pour commencer, qu'elle a eu lieu en Allemagne avec Luther. Vous savez que Luther a fondé le protestantisme et que pour Luther, il était essentiel que la population puisse lire la Bible, alors qu'avant, les catholiques, qui étaient la majorité des chrétiens, s'en fichaient. Le peuple pouvait rester analphabète. Et le phénomène de scolarisation intense a donc commencé avec Luther. Et donc, il y a eu d'abord une révolution culturelle qui a balayé le monde entier. L'Allemagne, l'Angleterre, la France avec la Révolution française, qui a été précédée par une révolution culturelle où les jeunes garçons et un peu plus tard les jeunes filles qui ont entre 20 et 24 ans savaient tous, la majorité d'entre eux et d'entre elles savaient lire et écrire, et la Révolution française est arrivée 5 ans après. C'est-à-dire que l'instruction, la culture a donné un milieu favorable au changement politique et à la liquidation du despotisme de la Révolution, d'avant la Révolution française. Maintenant, si j'en arrive au Maroc, eh bien le Maroc, pays non violent, Dieu soit loué, connaît lui aussi une révolution qui est très comparable à la révolution qu'a connue ce monde occidental. Voici une courbe que vous connaissez peut-être, qui n'est peut-être pas tout à fait d'actualité puisqu'elle est fondée sur l'enquête de 2010, qui vous montre à quel point l'analphabétisme au Maroc est en train de s'effondrer. Quand vous prenez les personnes les plus âgées, celles qui ont 75 ans et plus, vous avez des taux d'analphabétisme sidéraux. 90% chez les femmes, 70% chez les hommes. Or, que nous montre ce graphique? Il nous montre d'abord l'effondrement du taux d'analphabétisme chez les Marocains et aussi la convergence très forte qui se dessine entre le sexe masculin et le sexe féminin. Quel a été le résultat ultime de cette baisse de l'analphabétisme? Eh bien, c'est l'effondrement de la fécondité au Maroc. Au Maroc, dans les années 70, eh bien que Hassan II, à l'époque, encourageait le contrôle des naissances, encourageait les pratiques contraceptives,
eh bien, la fécondité marocaine planait dans les hauteurs, puisqu'une femme mettait au monde 7,4 enfants en moyenne, qui était un des records mondiaux. Aujourd'hui, la marocaine moyenne ne met plus que 2,2 enfants par femme. Quand vous pensez que la française en met 2, que l'américaine en met 2,05, vous voyez que du point de vue de la démographie, dans ce qu'elle a de plus important, la natalité, les naissances, la fécondité, est aujourd'hui dans un schéma de type européen. Et donc, ceci est en très grande partie, mais pas uniquement, mais là je ne pourrais pas revenir là-dessus, le fruit de l'éducation, le fruit de l'instruction primaire, puis secondaire, puis tertiaire. Et quel est le résultat? C'est que l'individu qui apprend à lire et à écrire apprend à s'autonomiser. À un enfant à un jeune qui sait lire et écrire, on ne raconte pas d'histoire. Il acquiert un esprit critique, il tend à devenir beaucoup moins perméable à ce qu'on lui raconte dans la rue. Par conséquent, l'éducation fondamentale au Maroc, l'instruction primaire puis secondaire et universitaire, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, et les critiques sur l'école marocaine, pullule. Vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel hebdomadaire, vous lisez par exemple l'école publique, un suicide social à l'horizon. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces analyses pessimistes. Je considère que déjà, le fait qu'un garçon ou qu'une fille accède à l'école est déjà un grand progrès en soi, même si au demeurant, la qualité de l'éducation à Rabat ou à Casablanca n'est pas celle qu'on a à Helsinki ou à Stockholm. C'est évident que nous n'avons pas ici un enseignement de la qualité de l'enseignement qu'on fournit dans les pays d'Europe les plus développés. Mais pour un démographe, il suffit de mettre le pied à l'étrier, ou plutôt le pied à l'école, pour que les mentalités commencent à se transformer. Et ça me paraît extrêmement important, on pourra en discuter. Résultat, c'est tout le phénomène de modernisation que connaît la société. Parce que l'accès à l'école, c'est la clé de la modernité. Le fléau de l'analphabétisme est en train de s'éroder. Ça donne un pouvoir considérable à l'individu par rapport aux valeurs qui lui sont imposées. L'individu saisit que le fait de donner la vie, accorder la vie, lui revient en propre. Ce n'est plus la décision du divin, ce n'est plus la décision du pouvoir politique, ce n'est même plus la décision de la tribu ou de la famille élargie. Ça devient de plus en plus une décision prise à deux, et parfois seul, un homme et une femme. Le résultat aussi, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui ne se marient plus parce qu'elles ne veulent pas d'un mari imposé. Donc, vous avez des taux de célibat chez les femmes à 35 ans qui sont aujourd'hui étonnants. Vous avez des femmes non mariées autour de la trentaine, entre 30 et 35 ans, qui avoisinent les 30%. Ce qu'on appelle le mariage arabe, c'est-à-dire la contrainte pour une fille d'épouser son cousin germain, est en complète régression. Elle était de 30% dans les années 90, aujourd'hui elle est tombée, non pas aujourd'hui, en 2010 elle est tombée à 10% et elle continue à reculer. Et puis il y a aussi un phénomène démographique très important qui joue sur le mental de la population, c'est le fort recul de la mortalité. Dans les années 50, l'espérance de vie d'un Marocain était de l'ordre de 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 75 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme et la femme, encore plus puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, se sentent immortels. Évidemment, personne n'est immortel.
Mais le fait qu'on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une mortalité qui fauche à tout berzingue, à gauche et à droite, fait qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes deviennent beaucoup moins fatalistes. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Donc, le Maroc a connu une très forte transition démographique puisqu'on est tombé à 2,2 enfants par femme en 2014 et aujourd'hui encore moins d'après les projections du Haut Commissariat au Plan, à 2,15 disons. Mais est-ce que ceci est soutenable? Les pays arabes sur lesquels j'ai travaillé vous diraient non. Dans tous les pays arabes, à l'exception du Maroc, du Liban et curieusement de l'Arabie et de la péninsule arabique, il y a eu un phénomène de contre-transition démographique. C'est qu'après une très forte baisse de la fécondité et de la natalité, il y a eu une remontée. Le phénomène ne se produit pas, heureusement, au Maroc, ce qui fait que le Maroc est tout à fait à même de recueillir les bienfaits de sa nouvelle démographie, de ce qu'on appelle le bonus démographique. Alors, comment ça va se manifester? D'abord, les jeunes dans la population vont beaucoup diminuer. Ça vous étonne? Mais les jeunes de moins de 18 ans, qui sont aujourd'hui 11,2 millions, vont diminuer à 9,4 millions en 2050. Le Youth Bulge, cette bulle démographique des jeunes, qu'on avait vu augmenter, va fortement diminuer, comme vous le montre ce beau graphique que j'ai fait à votre intention. La proportion des jeunes de 15 à 24 ans dans la population totale, qui est de 17% aujourd'hui, va baisser très régulièrement pour n'être plus qu'à 12,5% en 2050. Alors, la question que je me pose, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut se réjouir de cette éclipse des jeunes, du fait qu'en nombre et en proportion, ils vont diminuer, alors qu'on sait que les jeunes, c'est la partie la plus dynamique, la plus innovatrice de la population? Eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est que bien que les jeunes diminuent, il restera quand même en 2050, si Dieu nous prête vie jusque-là, 5,4 millions de jeunes et une proportion très importante de la population. Mais ensuite, et là je voudrais vous sensibiliser à un concept, c'est le concept de jeunes et de vieux qui sont très extensifs. Par exemple, aujourd'hui, on dit on est jeune jusqu'à 24 ans. Mais beaucoup vous diront non, on est jeune jusqu'à 29 ans, jusqu'à 34 ans, voire jusqu'à 44 ans. Au Maroc, on vous dit on n'utilise pas le mot vieux parce qu'il est un peu humiliant. On vous dit la vieillesse commence à 60 ans. Et on casse la population en jeunes de 0 à 14 ans, en adultes de 15 à 59 ans et en personnes âgées de 60 ans et plus. Mais c'est un peu une blague. C'est pas possible que de mettre le seuil à 60 ans. Le concept de jeunes et de vieux est très arbitraire. Et aujourd'hui, de plus en plus, quand on voit en Europe les vieux, les théoriquement vieux, de 75 ans, de 80, de 85 ans parfois, gambader en Birmanie ou au Laos, quand on les voit faire du ski dans les Alpes ou faire du vélo à Paris, vous dites, c'est pas réellement des vieux.
Et nous avons des critères objectifs pour le dire, puisque ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le fait qu'à certains âges, on vive en bonne santé jusqu'à des âges avancés, est en train d'augmenter de manière très très forte. Or, au Maroc, on est encore dans l'idée que le vieillissement de la population est une menace. C'est vrai que si on prend les taux d'accroissement de la population des personnes âgées, on risque d'avoir peur. En 2018, il y avait, d'après les statistiques officielles, 2,4 millions de vieux. Ils vont devenir 7,5 millions en 2050. Multiplié par 3, c'est énorme. De moins de 7%, ils atteindront 17%. Mais, à mon avis, il ne faut pas s'effrayer de ces chiffres, parce qu'il y a des réalités anthropologiques fortes. Le système familial marocain, qui a beaucoup de défauts, a peut-être certaines qualités. Et une de ces grandes qualités, c'est qu'au Maroc, on ne laisse pas tomber les vieilles personnes. Les vieilles personnes, on s'en occupe, ils habitent parfois chez vous, ou ils habitent tout près de chez vous, par exemple dans un étage d'immeuble différent du vôtre. Dans les villages, ils sont aussi en proximité, et il y a en fait une très grande interaction entre les parties du ménage jeunes et plus âgés. Par conséquent, ceci limite les effets du vieillissement. J'avais fait une étude sur les transferts entre les générations et une simulation à partir d'un modèle mathématique qui montrait aussi qu'au Maroc, on pouvait ne pas craindre le vieillissement et que les transferts en argent entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées n'allaient pas être victimes de la baisse du nombre d'enfants, que globalement les personnes âgées allaient être aussi bien servies, même avec un nombre moins nombreux de dépendants jeunes, plus jeunes. Et il y a quelque chose qui peut nous réconforter, c'est que quand vous prenez des pays de l'Extrême-Orient, des pays qui sont fortement développés en Extrême-Orient, comme le Japon, la Corée, Singapour ou Taïwan, vous voyez que là aussi, la solidarité intergénérationnelle entre les jeunes et les personnes âgées a survécu. Donc, il n'y a pas de risque pour les transferts entre les jeunes et les personnes âgées, et par conséquent, il n'y a pas lieu de craindre le vieillissement de la population, d'après ce que je pense. Excusez-moi. Donc, je pense que je vous ai donné jusqu'à maintenant, et à dessein, une image plutôt optimiste des réalités démographiques. Je n'ai pas encore abordé la question de l'emploi, sauf en parlant des jeunes, de leur croissance, des pourcentages de jeunes dans la population, etc. Mais l'image globalement optimiste que je vous ai donnée risque d'être ternie par la situation de l'emploi des jeunes. Des jeunes qui sont de plus en plus scolarisés et à des niveaux de plus en plus élevés, primaire, puis secondaire, puis universitaire, connaissent une très grande frustration due à la situation de l'emploi. Un exemple, c'est les manifestations à Rabat ou dans les autres villes des diplômés chômeurs. C'est quelque chose qui est très connu. Par conséquent, les bénéfices que nous attendons de la transition démographique risquent d'être obérés par la situation et l'employabilité des jeunes.
Et là, le démographe est un peu désarmé. La crise économique mondiale qui sévit depuis 2008 et dont les effets continuent a eu des conséquences importantes au Maghreb. Au Maghreb, notamment en Tunisie, beaucoup d'auteurs tunisiens pensent que la révolution de 2011, qu'on appelle aussi le printemps arabe, a été une des conséquences indirectes de la crise économique de 2008, avec le fait que le taux de chômage des jeunes avait augmenté. Et puis, vous voyez, la démographie n'a pas réponse à tout. Quand vous prenez des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal, vous voyez que là, le nombre et la proportion des jeunes s'effondrent de manière catastrophique et que malgré cela, les taux de chômage des jeunes en Italie, en Grèce, au Portugal ou en Espagne dépassent parfois 30% et même plus. Alors, essayons de voir de manière réaliste comment ça peut se passer au Maroc. L'année 2000, il y avait une bulle démographique très forte au Maroc qui a commencé à se dégonfler. Qu'est-ce qu'on constate? J'ai beaucoup travaillé sur la décennie 2000-2010 au Maroc pour essayer d'y voir plus clair. La première constatation qui est saine, c'est que les taux d'activité des jeunes ont beaucoup diminué entre 2000 et 2010. Dans ce graphique, vous voyez que en 2000, la proportion d'enfants de moins de 15 ans qui travaillaient était de 5,5%. Elle n'était plus que de 1,9% 10 ans plus tard. Chez les 15-24 ans, vous aviez 66% d'actifs chez les hommes qui sont tombés à 53%. Donc une très forte baisse du taux d'activité qui est identique aussi chez les femmes, où l'activité des femmes jeunes diminue beaucoup. Pourquoi l'activité recule? L'activité recule essentiellement parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école et qui vont à l'école secondaire et à l'université. Ce sont essentiellement les progrès de la scolarisation qui expliquent la forte diminution des taux d'activité. Quand la proportion des personnes qui vont à l'école augmente, mécaniquement la proportion des actifs diminue. Est-ce que c'est un mauvais calcul qu'il y ait moins d'actifs? Pas du tout. Parce que ces personnes engrangent un capital intellectuel qu'elles vont pouvoir valoriser plus tard. Et ceci est assurément dans l'intérêt du pays. Maintenant, voyons comment le taux de chômage a évolué durant cette décennie. Le taux de chômage a beaucoup diminué puisqu'il est passé à 15-24 ans. Pas beaucoup diminué, il a diminué. Le taux de chômage des jeunes a baissé entre 2000 et 2010 de 20% en 2000 à 18% en 2010. Chez les 20-24 ans, le progrès est encore plus manifeste puisqu'on a baissé de 20,5% à 11,9%. Chez les femmes, vous avez des baisses aussi appréciables chez les 24-34 ans. Ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés de ma tête, ce sont les chiffres officiels du Haut Commissariat au Plan et ce sont des chiffres dans lesquels j'ai une grande confiance pour avoir beaucoup fréquenté les cadres supérieurs du HCP. Mais maintenant, je vais vous suggérer une approche qui est peut-être plus parlante. Ça peut peut-être être un peu compliqué
du point de vue technique à expliquer. Au lieu de prendre des données à certains moments, en 2000, en 2010, je vais suivre une cohorte de jeunes. Je vais prendre des jeunes qui ont par exemple 15-19 ans en 2000, qui vont vieillir de 5 ans en 2005 et qui vont devenir les jeunes de 20-24 ans. Puis, ces mêmes, je vais les prendre 5 ans plus tard, ils vont devenir les jeunes de 25-29 ans. Et je vais suivre leur évolution. Je constate que contrairement à ce qu'on pense, le chômage suivi dans une cohorte de jeunes a diminué. Par exemple, ici, vous avez les chômeurs, prenons les hommes de 15-19 ans en 2000. Il y avait 157 000 chômeurs âgés de 15-19 ans en 2000. Quand ils avaient 20-24 ans, leur chômage a augmenté puisqu'ils étaient maintenant 215 000 chômeurs. Vous suivez le tableau? Mais 5 ans plus tard, en 2010, ils ont fortement diminué de 215 000 à 186 000. Si vous prenez les personnes âgées de 20-24 ans, ce qui est encore plus parlant, là, vous avez une très forte diminution du nombre de chômeurs, puisqu'on passe de 264 000 chômeurs à 216 000 5 ans plus tard, puis à 105 000 10 ans plus tard, en 2010. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on suit une cohorte, on a une vue du chômage qui est différente de celle que l'on prend quand on prend un point dans le temps. Et en démographie, on appelle ça une analyse longitudinale, qui est très importante pour voir les phénomènes de manière concrète plutôt qu'abstraite. Il faut évidemment qu'il y ait beaucoup de données disponibles pour ça, et de ce point de vue-là, je remercie le Haut Commissariat au plan d'avoir donné accès à ces données. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir. Les réalités de l'emploi et du chômage sont tellement complexes qu'il ne faut pas se contenter d'un indicateur, il faut utiliser des batteries d'indicateurs. Donc, entre 2000 et 2010, on peut conclure que le chômage des jeunes a diminué. Pourquoi ils ont diminué? La première explication, on peut la dire, c'est qu'il y a moins de chômeurs jeunes parce qu'il y a moins de jeunes, ce qui est un peu vrai puisqu'on a vu que le nombre et la proportion des jeunes diminuaient. Il y a aussi l'émigration à l'étranger. Mettez-vous en 2000-2010. 2010, les effets de la crise économique ne s'étaient pas encore révélés à plein tube. Et beaucoup de jeunes Marocains essayaient d'émigrer, tantôt légalement, tantôt de manière clandestine, essentiellement en Europe ou dans les pays arabes. Et on constate que l'émigration internationale a joué dans la diminution du nombre de jeunes au Maroc et du nombre de personnes qui cherchaient un emploi. Si je fais un calcul démographique assez compliqué que je ne vais pas vous donner ici, je constate qu'entre 2000 et 2010, 44 000 jeunes hommes ont émigré à l'étranger et 20 000 jeunes femmes, qui sont des chiffres qui ont leur importance et surtout leur importance pour ce qui est du chômage. Évidemment, pour beaucoup d'émigrants marocains à l'étranger, ça a été un jeu de dupes. Ils ont été en Europe pour trouver un emploi, ils se sont retrouvés sans rien du tout. Une enquête que nous avons menée avec le HCP dans la région de Beni Mellal montre à quel point beaucoup d'émigrés marocains ont été déçus en se retrouvant à l'étranger face aux réalités assez ternes du marché de l'emploi.
Ceci étant, j'aimerais ici, du point de vue épistémologique, signaler un fait important, c'est qu'il y a un fort décalage entre les réalités et les perceptions. Dans ces années-là, tout le monde parlait de la crise du chômage au Maroc. Et le HCP a trouvé utile de dire que certains secteurs de l'opinion publique ont une faible perception de la réalité de la baisse globale du chômage et du fait que, malgré une perception très négative, il y avait quand même 1,6 million d'emplois qui ont été créés au Maroc entre 2000 et 2010, ce qui a permis de réduire le chômage sans l'éliminer. Il faut dire aussi qu'à cette époque, la croissance économique s'était relativement améliorée puisqu'elle était passée de 2% par an à 4,8%. Et, modestement, je dois reconnaître que dans l'augmentation du taux d'accroissement économique, la démographie a certainement joué un rôle important. Et nous allons donc faire un constat, ce qu'on appelle peptimiste. Là, je reprends l'expression d'Emile Habibi, qui est un romancier palestinien, qui a parlé de Saïd le pepticime, al-mutasha'il, celui qui est à la fois moitié optimiste, moitié pessimiste. On peut dire que la situation du chômage à cette époque-là nous incline plutôt à un constat peptimiste. En effet, le Haut Commissariat au Plan, toujours lui, dit que les emplois créés, c'est vrai qu'il y en a, je ne sais pas combien je vous ai dit, 2,7 millions, mais les emplois créés n'ont pas tous été conformes aux normes de l'emploi décent. Et pourquoi ils n'étaient pas conformes aux l'emploi décent? Un seul actif sur 3 était diplômé, avait un diplôme, même le certificat d'études. 2 salariés sur 3 travaillaient dans le secteur informel sans contrat. L'emploi non rémunéré représentait 23% de l'emploi au niveau national. 8% de l'emploi créé était saisonnier. Il y avait donc beaucoup de chômage déguisé et beaucoup de femmes au foyer. Les femmes ont malheureusement été un peu sacrifiées et beaucoup de femmes, n'ayant pas pu trouver du travail, étaient obligées de rester à la maison comme femmes au foyer. Parce que on donnait en priorité le travail aux hommes, c'est quelque chose qui est fréquent et pas seulement dans le secteur public, même dans le secteur privé, on tend à privilégier les hommes par rapport aux femmes. Le résultat aurait pu être mauvais pour la démographie marocaine, parce qu'une des choses qui ont permis la transition démographique au Maroc, c'est l'activité des femmes à partir de 1975, quand le prix des phosphates a baissé, et que beaucoup de femmes ont été obligées de travailler, notamment dans le secteur du textile. Or, aujourd'hui, l'activité féminine est en train de régresser, puisqu'en 2010, aujourd'hui et dans la décennie précédente, puisqu'en 2010, il n'y avait que 19% de femmes actives. Or, que nous disent les modèles démo-économiques? Ils nous disent un peu le contraire. Ils nous disent que grâce à la baisse de la fécondité, grâce à la nouvelle démographie qui s'offre au Maroc, vous allez avoir une hausse du taux d'épargne national, une augmentation du taux national d'investissement qui effectivement a beaucoup augmenté au Maroc puisqu'il est passé de 25% en 1999 à 34% en 2010. Il va y avoir aussi un phénomène qui est l'accroissement des investissements économiques par rapport aux investissements démographiques, c'est-à-dire qu'on investit de plus en plus dans des secteurs créateurs d'emplois
plutôt que dans des secteurs qui font simplement face à la croissance de la population. Alors voyons un peu les courbes. En 2006, quand j'ai écrit un rapport avec Emmanuel Todd, où on mentionnait les risques économico-politiques, on signalait le problème de l'emploi. Et on essayait d'évaluer le nombre de jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi. À l'époque, donc c'était il y a 10 ans, les projections que nous avons faites montraient que la situation de l'emploi allait être tendue jusqu'en 2015, mais qu'après 2015, la situation serait plus optimiste. En 2009-2010, il y a une très belle enquête du HCP qui a montré que, au contraire, la situation était bonne, que le nombre d'entrées sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire 600 000 par an environ, allait rester stationnaire. On n'allait pas avoir une augmentation exponentielle du nombre d'entrées dans les emplois. Mais en revanche, ce qu'on oublie très souvent quand on parle de l'emploi, c'est qu'on entre dans l'emploi, mais on en sort aussi. Et que si vous tenez compte des gens qui quittent les emplois parce qu'ils vont à la retraite, vous voyez que la courbe des personnes qui quittent les emplois baisse, elle aussi diminue. Et par conséquent, le solde net peut aller dans le bon sens. Les estimations que j'ai faites pour vous pour cette conférence montrent qu'aujourd'hui, avec les nouvelles données du recensement de la population de 2014 et des projections démographiques du CEDER, nous allons avoir d'ici à 2050, ou à 2045 plutôt, un nombre de 600 000 entrées sur le marché de l'emploi, ce qui n'est pas le nombre de 20 ans, c'est le nombre de tous les entrants sur le marché de l'emploi, disons qu'en gros, la moyenne des 15 à 24 ans. 600 000, c'est un chiffre donc qui peut paraître crédible. Mais il va y avoir aussi des sorties du marché de l'emploi qui vont aller en diminuant. Là, j'en ai parlé. Pourquoi il y a un recul de l'emploi? Parce que les taux d'activité chez les jeunes vont diminuer. Parce qu'ils vont accéder de plus en plus à l'enseignement primaire, puis secondaire, puis supérieur. Logiquement, on peut donc prévoir pour les prochaines années, là je parle en mon nom, je fais ma prospective et je voudrais qu'on en discute. Au vu de ce que j'ai présenté, il me semble que du point de vue démographique, la baisse du chômage va devenir une réalité dans les prochaines années. Mais, en fait, l'actualité, les données statistiques sur l'emploi les plus récentes montrent que je me suis malheureusement trompé et que même si cette nouvelle démographie marocaine est porteuse en termes de ralentissement des effectifs des jeunes et des demandeurs d'emploi, même si elle est porteuse en termes d'épargne et d'investissement, les créations d'emplois peuvent être insuffisantes par rapport à ces 600 000 jeunes garçons et filles qui vont demander du boulot. Et en effet, la démographie n'a pas réponse à tout. Le taux de chômage a malheureusement continué à augmenter. Il était à 9,9% en 2016, il est passé à 10,2% en 2017 et on le projette à 10,5% en 2018. Par conséquent, malgré cette nouvelle démographie, risque de dégradation du marché de l'emploi. La féminisation de la main-d'œuvre
qui est une donnée à laquelle je tiens beaucoup, puisque je vous ai dit qu'elle était en grande partie responsable du déclenchement et du suivi de la transition démographique au Maroc, diminue. Elle a diminué de 25,3% de femmes actives à 24,2%. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas peu. Et plus méchant encore, c'est le nombre des needs. Les needs, c'est not in education, not in employment, not in training. C'est un peu les trains de savate dont on a parlé. Ce sont des gens, des jeunes, qui ne sont pas dans le système éducatif, qui ne sont pas dans l'emploi et qui ne sont pas non plus en formation. Ils sont 2,7 millions chez les 15 à 29 ans, ce qui en pourcentage de la population représente quelques 30%, ce qui est beaucoup. Donc, malgré le bonus démographique, la croissance économique est insuffisante et c'est ça la clé du problème. C'est pourquoi moi je vous remets les clés en vous disant, vous économistes, à vous de trouver les solutions. Mais j'ai donné ici quelques chiffres qui montrent que le taux d'accroissement du produit intérieur brut n'est pas suffisant et qu'elle s'est beaucoup dégradée dans les dernières années puisqu'elle est tombée en 2016 à 1,2%. Les créations nettes d'emplois, qui sont la clé du problème du chômage, se sont effondrées. Il y avait 300 000 créations d'emplois en 2006, il n'y en a eu que 37 000 en 2016, et on anticipe 86 000 en 2017, ce qui est beaucoup mieux, mais ça reste quand même beaucoup moins que les 300 ou 350 000 qui sont nécessaires. Et là, je conclus. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais il me semble qu'il y a une réorientation des investissements publics qui doit se faire de manière impérative. Par exemple, en ayant plus recours à des investissements publics dans des secteurs où on peut employer beaucoup de main-d'œuvre par rapport à des secteurs qui ont été privilégiés au Maroc les dernières années, mais qui ne sont peut-être pas prioritaires, comme le TGV par exemple, comme les aéroports qui parfois accueillent 4 ou 5 avions seulement, alors qu'il y a un aéroport juste à côté. Par conséquent, le secteur public doit réviser sa stratégie pour être plus sensible à la crise de l'emploi. Mais le secteur privé qui crée les 2 tiers des emplois ou les 3 quarts des emplois au Maroc est aussi responsable. Et de ce point de vue-là, il faudrait voir comment stimuler dans le secteur privé les industries, l'agriculture, le secteur des services dans les secteurs les plus susceptibles de créer des emplois. Et je vous remercie. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, les réponses sont là. Non, les réponses, c'est plus... On inverse, c'est les réponses. Oui. Bonjour, je m'appelle Omar du magazine Dakar. Je voulais juste vous demander par rapport à l'échec du plan industriel, il y a eu une perte d'emploi entre des manques de... Et je ne sais pas, on a un micro-baladeur ou pas? Désolé de vous interrompre, mais je suis un peu dur d'oreille. Le micro arrive. Bonjour, bonsoir. Par rapport aux 115 000 emplois perdus dans l'industrie et l'artisanat entre 2009 et 2015,
le plan d'émergence industrielle devait en créer 500 000 sur la même période, mais ce fut un échec. Il y a eu 2 plans d'émergence industrielle à la suite, et ce fut un échec. Vous en pensez quoi? Et voilà, j'avais une deuxième question. Vous préférez que je pose des questions les unes après les autres Ou vous laissez une question, puis vous laissez la place au public, et vous revenez ensuite. Comme ça aussi. Oui, moi je voulais d'abord vous... Ça va, vous êtes... Ça va, j'ai une voix qui porte, c'est bon. Je voulais vous remercier d'abord pour ce brillant exposé. J'avais eu l'occasion et la chance de vous lire il y a quelques années. Donc je retrouve absolument toute la pertinence des analyses que vous faites. Maintenant, là, je pense que la problématique de l'emploi n'est pas que démographique, vous l'avez dit. Hein. Elle n'est pas que démographique, elle est aussi et surtout économique. Il y avait un chiffre qui m'avait interpellé, c'est le taux de croissance moyen entre 2000 et 2010. On était sur un taux de croissance de 5% à peu près, et une création d'emplois d'1,6 million, c'est-à-dire de 160 000 par an. Et la question que je me pose, est-ce qu'avec un taux de croissance et avec bien sûr une démographie déclinante, sur la période, puisqu'à partir de 2000, on a vu que le pic était atteint, et donc on était dans une phase de démographie décroissante. Donc une croissance de 5%, une démographie décroissante, et on n'arrive pas à régler le problème du chômage. Est-ce que la question, ce n'est pas le fait qu'on a affaire à une croissance insuffisamment inclusive? C'est-à-dire dans la structure même du modèle économique, c'est un modèle qui, même à 5%, et même peut-être à 10%, n'arrivera pas à résoudre ce problème-là, parce que dans la structure même de cette économie-là, elle n'est pas suffisamment inclusive, pas suffisamment créatrice d'emploi. Voilà. Merci. Mohamed Escali, Tijari au Maroc. Tout ce qu'on a vu là, c'est des prévisions liées selon à l'effet démographique des Marocains au Maroc. Quid du Maroc qui devient de plus en plus aussi terre d'immigration? Est-ce que ce phénomène, comment vous le voyez en fait dans quelques années à venir? Le Maroc accueille beaucoup d'immigrés, pour une politique volontariste d'accueil de ces migrants. Et de l'autre côté, il y a plus de flux migratoires marocains vers l'Europe et le Moyen-Orient. Je vais peut-être répondre à ces 3 questions. Bon, pour ce qui est du plan, je ne suis malheureusement pas du tout à même de vous répondre. Je suis désolé, je n'ai pas une connaissance suffisante de ce plan, de ces lacunes qui peuvent expliquer le fait qu'il n'ait pas généré ces créations d'emplois. Pour ce qui est du modèle inclusif, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il semblerait que, malgré un taux d'épargne très élevé qui avoisine les 30%, un taux d'investissement extrêmement élevé aussi, les secteurs privilégiés ne sont pas des secteurs, vous avez dit inclusifs, mais porteurs de création d'emplois. On privilégie le capital par rapport au travail, très probablement. Pourquoi on privilégie le capital par rapport au travail? Parce que le capital se tait, il s'écrase, il n'est pas revendicateur. Donc, par conséquent, si vous pouvez avoir des ordinateurs plutôt que des secrétaires et des employés qui peuvent se mettre en grève, etc., vous préféreriez. Mais il ne faut pas pousser trop loin ceci, puisque vous avez dit que même à 5%, les créations d'emplois étaient insuffisantes. 5%, c'est un taux très honorable, évidemment. Ce n'est pas le taux du Vietnam ou de la Chine, mais c'est quand même un taux très respectable qui ne parvient pas à générer des emplois. Voilà donc une autre série de questions peut-être. Oui? Bonsoir.
Anissa Bougiloun, donc active dans la communication et l'événementiel. Alors moi, ma question, elle pose un petit peu le contexte actuel, donc effectivement de la transition démographique qui va en puissance apporter une part de la population, donc des plus de 60 ans, donc des gens censés être à la retraite, de plus en plus importante, qui va atteindre dans les années 2030, voire 2050, plutôt 2050, voire même 2030, une personne sur 4 qui aura plus de 60 ans au Maroc, près d'une personne sur 4. Alors je ne sais pas comment concilier ces paradigmes quand on voit que d'un côté, effectivement, le chômage et l'inemploi des jeunes, et il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi la scolarisation qui permet d'accéder à l'emploi également. Donc qui dit perte d'emploi ou déficit d'emploi dit baisse du pouvoir d'achat. D'un autre côté, les plus de 60 ans, ou du moins ceux qui se mettent vraiment en retraite à partir de 64-65 ans véritablement, avec un pouvoir d'achat également affaibli, quid du taux de croissance global et un peu, on va dire, sans être trop pessimiste, de la survie de tout le système. Merci. Bon, je vais répondre aux deux questions. La première sur l'immigration. Oui, c'est peut-être un phénomène normal de vase communicant. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce étaient des pays exportateurs de main-d'œuvre et qui sont devenus, vous avez le cas de l'Espagne qui est à côté de vous, qui est manifeste, qui sont devenus presque brutalement des importateurs de main-d'œuvre. Le Maroc, du fait de sa transition démographique, ouvre la voie à l'immigration internationale. Mais cette immigration internationale, pour le moment, est contenue. Je ne pense pas que les subsahariens, par exemple, qui représentent les plus grands contingents d'immigrants au Maroc, dépassent les 40 000 ou 50 000. Les Syriens, qui sont des réfugiés politiques plutôt que des immigrants économiques, doivent tourner autour de 3 4 000, 5 000 à tout casser. Par conséquent, on ne peut pas dire que le Maroc a connu des vagues migratoires intenses. Parallèlement, les mouvements migratoires des Marocains vers l'extérieur ont beaucoup diminué. Quand vous prenez les données de l'OCDE, vous voyez à quel point les nombres de Marocains enregistrés dans les différents pays de l'OCDE diminuent d'année en année. Et pourquoi ils diminuent ? À mon avis, c'est l'effet de la globalisation. Aujourd'hui, quand vous avez Internet, que vous êtes déjà capable de lire et d'écrire, d'écrire, de comprendre ce que vous voyez ou ce que vous lisez, vous voyez que la situation en Europe n'est pas rose pour les immigrés et que par conséquent, ceci est un phénomène dissuasif pour l'émigration. Et je crois que c'est un des facteurs qui ont le plus joué dans la décélération de l'émigration marocaine vers l'étranger. Oui. J'ai un cabinet de conseil en communication citoyenne et ma question c'est par rapport aux NEETs, à ces fameuses personnes entre 15 et 24 ans qui sont mis à l'école, qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas en formation, c'est quasiment 3 millions de Marocains aujourd'hui. Donc par rapport à d'autres pays qui ont à peu près le même modèle démographique que nous, qu'est-ce qui a fait que cette tranche de la population puisse baisser ? Si vous connaissez d'autres pays à qui c'est arrivé. Et à court terme, comment on peut faire pour que ces 3 millions de personnes aient un emploi aujourd'hui, en 2018 voire en 2019, et puis d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Bon, j'ai une réponse facile et une difficile. La réponse facile, c'est que si vous êtes un pays rentier,
comme l'Algérie, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, le Qatar, que vous avez un matelas très confortable, un bas de laine qui se chiffre par centaines de milliards de dollars, vous pouvez très bien créer des emplois bidons, des emplois qui n'ont aucun apport économique, et recruter tout ce personnel en surnombre. Si vous n'avez pas cette possibilité, ce qui est le cas du Maroc, qui n'a pas une rente gazière ou une rente pétrolière, qui n'a pas de rente du tout d'ailleurs, dans ce cas-là, il faut se creuser la cervelle pour trouver un moyen pour l'emploi de ces... Alors c'est là que la responsabilité, pas seulement du secteur public, mais aussi et beaucoup celle du secteur privé, et la responsabilité citoyenne du secteur privé est engagée. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus courageux dans le recrutement de ces personnes qui sont en situation d'inactivité et qui représentent un danger potentiel, pas seulement pour l'économie, mais pour la sécurité du pays. Donc, je ne vois pas dans les pays arabes ce que je peux vous donner comme exemple, parce qu'en général, partout la situation est pitoyable. En Égypte, au Liban, en Syrie, n'en parlons pas, en Jordanie. Non? Désolé. Donc c'est à nous de donner l'exemple, en gros. Hein? C'est à nous de donner l'exemple. Peut-être, oui. Le Maroc a donné l'exemple pour la transition démographique, ça vous le savez, c'est le premier pays arabe où la fécondité a commencé à baisser de manière sensible. Oui? Bonsoir. Je suis un ancien de l'association des Sciences Po. Alors, le Conseil économique, social et environnemental marocain a publié récemment une étude sur le développement industriel du Maroc. Ce rapport révélait justement que 45% des emplois actuels sont menacés et 60% des emplois qui seront créés d'ici 2030 n'existent pas encore. Donc, quels axes vous préconisez justement pour anticiper ces limitations et pouvoir créer des emplois qui sont adaptés au nouveau marché, tout ça du fait de la digitalisation et de l'industrie 4.0 de manière générale. Merci. Eh bien, il faudrait des formations accélérées. C'est la seule façon de répondre rapidement à des besoins où on a un personnel mais qui n'est pas qualifié pour une activité de type précis. Non? J'ai pas la réponse, justement, c'est pour ça que... Non, ça c'est une suggestion. Au lieu de faire des formations longues de 2-3 ans, faire des formations courtes d'1 mois, par exemple. Je sais que dans le domaine de l'informatique, par exemple, ou dans la Silicon Valley, où les besoins sont énormes, vous avez évidemment des formations longues, très coûteuses. Si vous allez étudier à Stanford ou à Caltech, par exemple, ça vous coûtera $50,000 par an, ce qui dépasse la possibilité. Mais il y a aussi de plus en plus de formations sur le tas, c'est-à-dire pas dans l'entreprise, mais parfois dans la rue, où il y a des volontaires qui forment en peu de temps des personnes qui n'avaient pas au départ des qualifications particulières à remplir certaines fonctions, certaines activités dans l'informatique. Donc il faudrait penser à cette possibilité. Ahlan Aziz, journaliste à l'Économiste. Vous avez en fait cité un taux d'activité relatif aux femmes. Le taux est en recul depuis maintenant 15 ou 20 ans. On en était à 30% ou plus de 30% en 99. Aujourd'hui, on en est à 22,4%. Et chaque année, il continue de baisser. Quand on regarde le profil des femmes, par exemple par diplôme, on voit que les plus diplômées sont celles qui ont connu la plus forte baisse de leur taux d'activité. Donc on se demande quelles sont les raisons qui poussent ces femmes à devenir inactives de plus en plus, si vous avez une réponse.
Ah, si j'avais une réponse. Est-ce que ce serait plutôt à vous de me dire, est-ce que le phénomène de dire l'emploi de l'homme doit être prioritaire par rapport à celui de la femme ne peut pas jouer dans les coulisses pour expliquer que le taux d'activité des femmes recule? Il y a cette possibilité. L'autre, c'est que la scolarisation des femmes augmente beaucoup, il ne faut pas l'oublier aussi. Les femmes vont de plus en plus à l'université. Dans tous les pays arabes, sauf pour le moment au Maroc, le pourcentage de femmes universitaires est plus élevé que celui des hommes. Partout, au Liban, en Palestine, en Syrie, en Jordanie, les femmes fréquentent plus l'université que les hommes. Donc, il y a cette possibilité qui pourrait expliquer aussi une partie, pas la totalité, du recul du taux d'activité des femmes. Mais je tends aussi à penser qu'il y a une forme de sexisme déguisé qui empêche beaucoup de femmes d'accéder à des emplois. Et ça, ce n'est pas un phénomène marocain ou arabe, c'est un phénomène que vous trouvez également dans les pays occidentaux. Bonsoir, Nabila Mouib. Bonsoir, docteur. Merci pour cette belle intervention. C'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste et puis c'est vrai qu'on s'attend, comme ça a été dit au départ, aux réponses, aux pistes qu'on devrait peut-être essayer d'emprunter pour résoudre au moins en partie cette question ô combien importante relative à l'emploi des jeunes, qui sont de plus en plus demandeurs et auxquels on n'arrive pas à répondre. Donc vous avez parlé de la réussite marocaine au niveau de la transition démographique. Oui, mais est-ce que justement dans ce domaine, puisque c'est lié au modèle qu'on est en train d'essayer de redéfinir, puisque le modèle, si modèle il y avait, est en échec. Donc vous avez parlé de modèle démo-économique. Est-ce qu'il n'y a que ces deux seules entrées qui restent fondamentales justement pour la définition du modèle, qui pourraient justement nous permettre de trouver la possibilité de lutter contre le chômage, notamment parmi les jeunes? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres priorités qui seraient peut-être plus urgentes? Réussir la transition démographique, est-ce qu'il ne fallait pas aussi parallèlement penser à la réussite de la transition démocratique d'abord? Parce que qui dit transition démocratique réussie dit nouveau choix, et dit aussi pouvoir apporter des réponses à certains éléments que vous avez apportés, tels que les 2,7 millions de jeunes qui sont entre ciel et terre. Voilà, c'est-à-dire ils sont ni en train d'être formés, on n'a rien prévu pour eux, rien du tout, alors que justement nous avons des génies marocains qui nous disent, comme Delis Abdelkan aujourd'hui, qui nous disent que bon, en fait les nouveaux emplois, il faut les chercher ailleurs que là où on les connaît en fait. Donc, et aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire, alors que bon, tout le monde nous dit qu'il faut aller chercher du côté de l'écologie, de l'intelligence numérique, etc. Qu'en est-il concernant la fonction publique, alors qu'on est sous-encadré à ce niveau-là? Donc, en fait, quelles sont les priorités et quels sont les éléments justement ajoutés à ceux que vous avez déjà apportés, c'est-à-dire cette transition démographique, la recherche de croissance économique, oui, et quoi d'autre? Parce que ça semble insuffisant. Oui, c'est une très bonne question et je suis à 100% d'accord avec vous, puisque aujourd'hui on est dans une quasi-impasse où on a vu que le miracle démographique, puisqu'on l'appelle aussi le miracle démographique, on l'appelle le bonus démographique, les dividendes démographiques, et aujourd'hui il y a tout un battage dans les organisations internationales sur ces questions. Et là, on voit qu'il y a des limites à la démographie, qu'elle ne peut pas faire des miracles partout. Le traitement économique du chômage, on a vu que malgré des taux d'accroissement ou des taux d'épargne et d'investissement relativement élevés, la question n'est pas réglée.
est-ce qu'il ne faudrait pas introduire, en plus de ce que vous avez dit, le paramètre du traitement social du chômage? Est-ce que ce ne serait pas un devoir de la communauté marocaine, un devoir de solidarité nationale, de sécréter des créations d'emplois pour dégonfler le chômage, même si au demeurant, leur productivité peut être très basse au début? On sait que si on va employer, comme suggérait Keynes, des gens à creuser des trous et d'autres à les reboucher, la productivité est quasi nulle. Mais le fait que ces personnes sont appelées à consommer, ça peut relancer en amont des investissements qui vont être créateurs d'emplois. Par conséquent, ça pose très judicieusement la question de la transition démocratique. Parce que pour pouvoir faire des répartitions du revenu national qui tiennent compte des inégalités sociales et qui tiennent compte des besoins des démunis, il faudrait une solidarité à l'échelle nationale qui ne peut être impulsée que par le pouvoir politique. Donc, Bonsoir, Ali Abebo. Je voudrais aller dans un scénario peut-être pas pessimiste, mais en tous les cas réaliste, et voir quels sont les risques qui sont derrière. Dans les meilleures années, le Maroc a produit 150, 160 000 emplois. Les besoins sont de 300 000. Donc pour moi, malgré toutes les mesures économiques qu'on peut prendre, on ne créera pas suffisamment d'emplois pour faire face aux besoins. Je ne pense pas qu'on peut aller au-delà de 5%, 6%, 7% de taux de croissance, et je ne crois pas à la bonne volonté du secteur privé, que je connais de façon assez proche. Je ne crois pas à la bonne volonté du secteur privé de travailler au détriment de sa rentabilité pour créer de l'emploi. Donc, je voudrais qu'on aille dans ce scénario en disant le Maroc n'est pas capable de créer les 300 000 emplois dont il a besoin. Quelles sont vos projections à partir de là et quels sont les risques globaux pour le Maroc sur la base de ce déséquilibre? Pas facile de vous répondre. Bon, il y a un très net décalage entre l'offre et la demande de travail. La première chose que je ferais, si j'avais le temps et si j'avais les coudées franches, c'est de faire une projection de l'offre de main-d'œuvre, ce qui est relativement facile. Là, j'ai donné quelques pistes, mais on peut très facilement les améliorer en projetant pas seulement la population, mais les taux d'activité dans le futur, selon certaines hypothèses, de baisse des taux d'activité de jeunes grâce à la scolarisation, etc. Et faire ce qui est plus difficile, une projection de la demande de travail. Le secteur industriel, le secteur de l'agriculture, le secteur des services, selon les tendances passées, combien peut-il, dans les 10-15 prochaines années, créer des emplois? Et voir quel va être le déséquilibre projeté de l'emploi, ou au contraire, s'il va y avoir un colmatage. Et à partir de là, proposer des alternatives. Par exemple, je ne sais pas actuellement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quel est le secteur dans le produit intérieur brut qui évolue le plus rapidement, où le taux de croissance, c'est toujours le tertiaire. Mais c'est du tertiaire
du tertiaire moderne ou du tertiaire basique, c'est-à-dire de l'informel? Eh bien, je vais être provocateur, je vais vous dire qu'il faut encourager le secteur informel. Il faudrait aujourd'hui se décomplexer par rapport à ce qu'on a toujours éprouvé, c'est-à-dire accepter qu'il y ait un secteur informel où malheureusement on ne paye pas, on n'est pas couvert par la sécurité sociale, on n'est pas couvert pour les licenciements, etc. Regardez l'Europe, comment elle s'est développée. Regardez l'histoire de l'Angleterre. Regardez Charles Dickens quand il décrivait les usines de Londres dans les années 1820, etc. C'est malheureusement quelque chose de dur. Et je ne crois pas que le développement économique au Maroc ou ailleurs sera un long fleuve tranquille. Il va y avoir des difficultés. Il faut passer par certaines constatations qui peuvent nous déranger. Mais je n'ai pas d'autre issue que celle-là. Une dernière question peut-être? Oui. Le Maroc a raté sa phase d'aubaine démographique correspondant à la baisse relative du taux de dépendance. Elle s'est achevée en 2014. Et dans le rapport du cinquantenaire, le rapport préconisait d'en tirer profit pour relever le défi d'emploi. Cela n'a pas été fait. Pensez-vous que tout est pas perdu? Non, je pense que ceux qui ont écrit le rapport n'avaient pas conscience de l'extrême complexité de la question pour lever l'hypothèque sur l'emploi. Et regardez notre discussion, elle montre aussi que ce n'est pas facile je n'ai pas d'argument très convaincant, je n'ai pas de solution adéquate. Vous avez l'air d'hésiter parfois en ne sachant pas sur quel axe cogner le plus fort. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être réglé. Et j'espère qu'à l'issue de vos 5 conférences, vous aurez une approche plus concrète, disons, du problème. Bonsoir, Faiz Mohamed Amin, je suis chercheur en intelligence économique. Alors, si on considère le chômage comme une dévastation sociale, que certaines formes de solidarité qui s'effritent n'arrivent plus à couvrir, et que la croissance actuelle dans les pays émergents, mais aussi dans les pays développés, n'arrive plus à créer d'emplois, c'est une corrélation qui est en train plutôt qui a été détruite. Est-ce qu'il ne faut pas envisager certaines solutions qui peuvent paraître radicales maintenant, en 2018, comme l'État employeur en dernier ressort, comme le revenu universel, pour pallier justement aux problèmes sociaux que peuvent représenter des jeunes comme les NEET, comme des jeunes qui n'accèdent plus à l'emploi, ou qui vivent dans un système qui n'arrive plus à créer de l'emploi, qui crée de la richesse mais qui crée plus d'emploi. Oui, personnellement, je pense que vous avez raison. Il faudrait que l'État ait aussi la vocation qu'il avait dans les années 70 d'être aussi un employeur, un créateur d'emplois. Mais entre-temps, il y a le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, beaucoup de choses qui vont en travers d'une orientation sociale de l'emploi, où on considère que c'est quelque chose qui doit relever uniquement de l'initiative privée. Bien. Moi, je suis même très satisfait de ce que j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai un état des lieux qui est vraiment très précis, sans phare, de la situation, qui va nous permettre de travailler, donc très sérieusement. On a combien 1,6 million jeunes qui sont exclus. On a 600 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. On a des taux d'employabilité qui sont ceux du HCP. J'aimerais savoir
dans ce qu'il qualifie comme étant des emplois. De quoi s'agit-il exactement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de chômage déguisé dans tout ça. Nous allons vers... donc nous avons des solutions à trouver immédiatement, parce que les 600 000 personnes qui arrivent, elles arrivent tous les ans. Le stock, il est là. Et il y a des choses qui vont se passer à moyen terme. La destruction des emplois. On sait tous que la destruction d'emplois due aux nouvelles technologies et les nouvelles formes de croissance vont d'abord toucher les économies du tiers-monde et notamment comme les nôtres. On est dans une période de réchauffement climatique qui va impacter fortement l'agriculture. Malgré la pluie. Donner le choc, parce que bon, je veux dire, c'est lourd. Maintenant, c'est clair, comme vous venez de le dire, ça va surtout passer par à mon sens, par des solutions et ces problématiques de redistribution de richesses vers les jeunes. Il y va de la survie de la société telle que nous l'avons connue. Maintenant, on peut évidemment imaginer toutes les dérives. On peut même imaginer une dérive à la cambodgienne. Ils étaient sympas, les Khmers. Ils pouvaient nourrir que 3 millions de personnes en autarcie, ils étaient 5 millions. Ils en ont tué 2. Je veux dire, en démographie, on peut tout imaginer. Bon, non, soyons plus sérieux. Une petite nouvelle quand même pour... D'abord, tout ça, ça nous invite, et ça vous invite à nous rejoindre lors des 4 prochains événements, parce que c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet de façon plus sélective et sectorielle. Mais je vous annonce quand même une bonne nouvelle. C'est que les Chinois, en 2050, n'auront plus de phosphate. Et les Chinois, comme vous le savez, sont nombreux et qu'il faut qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils produisent leur phosphate. Et leur production de phosphate correspond, leurs besoins en phosphate correspondent à l'ensemble du commerce international de phosphate. Il s'agit uniquement de la Chine. Je ne parle pas du reste de la planète. Donc, notre immense tort à nous autres, c'est d'être nés trop tôt, puisqu'il s'agit de démographie. Sur ces belles paroles, je vous remercie encore, je remercie notre invité et... Très bon.